De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Gracia Okindikiza, Alfred Chanko et Jean-Marie Bitomo. Tout de suite, le dossier du jour. L'industrie de la musique au Togo est prometteuse. Ces dernières années, de nouveaux talents ont été révélés. Une nouvelle génération d'artistes s'est distinguée, aussi bien sur la scène nationale que continentale. Pour autant, le secteur connaît des difficultés allant de la piraterie au manque de financement. Grâce à l'industrie de la musique, mais le secteur de la culture en général, dans un pays comme le Togo, souffre du manque de financement. Qui en est le principal responsable? L'État? Oui, bien sûr, c'est l'État parce que comme la musique ne rapporte pas beaucoup à l'État, l'État a tendance à délaisser la musique alors que c'est le fondement aussi, c'est le fondement de la culture d'un pays, c'est aussi la richesse. On sait bien, il y a des pays qui sont très connus, à un certain moment qui étaient très connus pour leur musique. On peut parler par exemple du Congo, Zaïre, à un certain moment c'était un pays très connu. C'est un pays aussi, disons, la musique peut attirer les touristes. On peut parler du reggae au Jamaïque. Donc il y a beaucoup de choses. Il faut vraiment la culture. La musique, ça fait partie de l'ensemble. Et aussi le peuple a besoin de s'épanouir. L'État, en mettant les moyens au niveau de la musique, c'est l'épanouissement des jeunes. C'est aussi, on peut développer des affaires, des emplois. On peut lutter contre le chômage de cette façon avec la musique. Il suffit aussi de protéger les musiciens parce qu'on a tendance à voir la musique africaine piratée, disons, reprise sans que vraiment elle soit protégée. Il faut aussi que les États africains arrivent à se mettre ensemble pour protéger la musique, pour protéger aussi la culture ou l'art. Alfred, comment l'État peut-il protéger, comme le dit Gracia, mais aussi soutenir cette nouvelle génération d'artistes? Bon, moi, je ferai d'abord une première remarque, hein, Fanny. Je crois que c'est pas vraiment... Bon, les États peuvent fixer le cadre juridique en mettant en place une société de auteurs, compositeurs et des droits d'auteur pour la défense justement des droits d'auteur des musiciens. Ce qui suppose effectivement qu'un musicien qui a composé, il dépose au sein de cette institution à la fois son œuvre et puis comme ça, on sait que chaque fois que ça sera utilisé à la radio ou piraté, il peut avoir des droits qui lui seront reversés. Mais moi, je suis plus dans l'idée que c'est vraiment le privé qui doit financer la musique. L'État fixe le cadre. Il fut une époque où effectivement il y avait des orchestres nationaux qui étaient soutenus par les États, soit au Togo, dans le reste de l'Afrique. Mais là, en l'occurrence, moi je me souviens qu'à l'époque, il y avait un très grand producteur togolais, Gérard Acquinson, qui produisait beaucoup d'artistes, pas seulement les Bella Bello, hein, ça c'est une autre époque de la musique togolaise, mais les Abeti Masikini ici à Paris, en tout cas qui encadraient beaucoup d'artistes africains sur la place de Paris qui le produisaient et comme ça protégeaient aussi évidemment leurs droits d'auteur. Et donc, il faut effectivement que le privé en Afrique, des producteurs, des promoteurs des spectacles, des producteurs de musique privés, puissent s'occuper justement de cette chose-là pour créer cette industrie-là. L'État s'occupant de l'essentiel, de ce qui relève justement du pouvoir régalien ou des domaines les plus spécifiques, l'éducation, la santé, etc. Mais le domaine de la musique, pour moi, c'est vraiment, d'ailleurs, on le voit à travers le monde hein, aujourd'hui, à part justement des institutions pour protéger les droits d'auteur, les États n'interviennent pas. C'est l'industrie privée qui promeut la musique. Il faut qu'il y en ait aussi en Afrique comme ça. Les majors qu'on connaît aujourd'hui ici, qui produisent les musiciens non seulement africains mais internationaux, ben voilà, il y en a 4 hein, à peu près, Universal, etc., qui produisent tous ces artistes-là. Il faut qu'en Afrique, on arrive aussi à avoir une industrie, dans ce sens-là, avec des hommes d'affaires africains qui s'intéressent à la chose. Jean-Marie, alors, État ou promoteur privé? Je pense que c'est les deux. On ne peut pas trancher ça, si vous voulez, de manière systématique. Les deux, pourquoi? Parce que Alfred a dit tout à l'heure que l'État fixait le cadre. Quand l'État fixe le cadre, il doit aussi veiller à la promotion. On est ici, là, en France, là. Je pourrais faire un parallèle. En France, vous avez par exemple la musique classique. C'est financé par l'État en France. La culture, si vous voulez, à partir de là, on fixe un cadre dans lequel on tire la culture vers le haut. Parce que la culture d'un pays, il ne faut pas seulement regarder, comment dirais-je, la musique moderne.
La musique ne commence pas uniquement avec la musique moderne comme elle se passe chez nous en Afrique. Mais ici, là, quand vous regardez les opéras en France, la plupart, si vous voulez, sont financés par l'État. Il y a cette partie-là qui est financée par l'État. Mais une fois que le cadre est mis en place, il ne faut pas oublier une chose. C'est là où je ne serais pas d'accord avec Alfred, c'est qu'on raisonne toujours, si vous voulez, comme si nous étions dans des industries, comment dirais-je, constituées ici, là, en Europe. En Afrique, le rôle de l'État, si vous voulez, dans la culture est un rôle important parce que ça contribue à faire connaître les pays. Il vient de parler, on a parlé de la Jamaïque là tout à l'heure, je pense que c'est Gracien qui a parlé de la Jamaïque. La Jamaïque, à travers Bob Marley, a fait connaître la Jamaïque au monde entier. Et en même temps, cette chanson-là, si vous voulez, c'est la promotion de la culture du pays. Mais maintenant, quand est-ce que les privés viendront se greffer là-dessus? C'est quand ils verront que l'État accorde une importance relativement conséquente à la culture du pays. Donc à partir de là, les deux, moi je ne peux pas être tranché de dire que bon, vous avez des majors qui financent et quand le cadre n'est pas là, le privé ne voyant pas ce qu'il tire de là. Maintenant la piraterie, c'est-à-dire le cadre, là je suivrai Alfred, c'est qu'il faut mettre un cadre vraiment sévère concernant la piraterie sur place. On le vit dans tous nos États africains où vous avez la moindre petite musique qui se vend sur les marchés alors que l'artiste qui a composé, c'est quand même une œuvre intellectuelle. Donc à partir de là, il faudra qu'au niveau de l'OAPI, qui est l'organisation de la protection de la propriété industrielle en Afrique, qu'on prenne vraiment des mesures drastiques pour essayer de défendre les musiciens africains. Parce que ça, c'est important. Ils ne peuvent pas vivre d'autre chose en dehors de leur musique. Donc, à partir de là, que vous ayez des États dans lesquels on tolère qu'on puisse vendre les CD, si vous voulez, des artistes qui sont piratés, alors, bon, ils touchent pratiquement rien là-dessus. Et dans certains pays, on sait que ce sont des choses qui sont organisées, comment dirais-je, par les gens qui ont les moyens dans ces pays-là. C'est toute une espèce de mafia qui se met en place pour détrousser, comment dirais-je, les artistes. Alors, une réponse Alfred et ensuite Gracien. Oui, mais non, moi je distinguerais vraiment deux choses. Évidemment, la musique classique, mais l'État ne finance pas la musique classique en tant que telle. Mais à la place, on construit les bâtiments. Après, on nomme des personnes, mais l'État n'intervient pas. Ça, c'est très clair. Que ce soit à l'Opéra Bastille ou Salle Pleyel, à l'Opéra, l'État n'intervient pas, puisque... l'État n'intervient pas, puisque, justement, il y a des orchestres qui jouent privés, qui renflouent les caisses. La programmation, elle est autonome, ça n'est pas l'État. La deuxième chose que je voudrais dire, mais ici en France, il y a la SACEM. La SACEM protège justement les artistes. C'est une institution qui est là, mais ce n'est pas l'État qui intervient. C'est-à-dire que la SACEM protège tous les artistes, quels qu'ils soient, pas seulement français, mais même africains qui par exemple, produisent ici en France. La SACEM demande obligatoirement copie de leurs compositions, des textes, des notes, on dépose, et puis on sait que quand ça passe dans les radios, la SACEM suit pour récupérer l'argent pour les artistes. Donc je pense effectivement que si on prend le plus grand pays d'Afrique aujourd'hui, le plus riche, le Nigeria par exemple, mais les Fela Ensemble Kuti, c'est pas l'État nigérian qui finançait, c'est les privés, c'est Fela Ensemble, et puis au niveau international. Donc moi je pense effectivement que c'est pas le rôle de... Évidemment, soutenir la culture pour les États, c'est très bien, mais l'industrie, la production, ça c'est vraiment des privés. Gracien, vous vouliez intervenir? Oui, il faut voir, que ce soit dans la culture ou autre, il faut que nous regardions bien ce que c'est ce capitalisme. Il faut que nous arrivions à comprendre ce capitalisme. Le capitalisme qu'on nous enseigne, dont on nous parle en Afrique, il faut faire ça et ça, il est subventionné et nous les Africains, on nous demande de ne pas subventionner. La musique, ici, on peut parler même de la France. En France, la musique est subventionnée. Je vais l'expliquer. Il y a ce qu'on appelle les intermittents de spectacle. Ils ont un système de faveur. Ils peuvent travailler 6 mois et être payés sur l'année. C'est une façon de subventionner la musique. On peut préparer la musique sans être payé. C'est comme si en Afrique, comme il n'y a pas le système de chômage, on payerait pendant 6 mois les musiciens en train de préparer ce qu'ils vont sortir. Deuxième point, c'est que si vraiment on dit que les Africains, il faut qu'ils financent la musique par les sociétés privées, on va tuer la culture, on va tuer la musique. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a une société privée a besoin de gagner de l'argent.
il va financer le secteur rentable. Si je suis dans un pays, au Togo, qui a la musique et qui n'est pas rentable, alors qu'au Cameroun, la musique est très rentable, je vais prendre mes capitaux, j'irai au Cameroun pour financer la musique. Donc, ce qui fait qu'on va finalement tuer la musique. Il faut que l'État continue à subventionner comme partout ça se subventionne. Alors, messieurs, pour illustrer nos propos, nous allons regarder le reportage donc, sur la musique togolaise, un reportage d'Emefa Kofi. Tout a commencé dans les années 60 grâce à la diva Bella Bello, par qui la musique togolaise s'est véritablement révélée au monde. À Bella Bello ont succédé bien d'autres artistes de la génération, à l'instar de Fifi Rafiatou, à Kofa Akosa, à Fiamala. Ces artistes ont fait découvrir des rythmes à tendance traditionnelle comme le highlife, l'afro-rock qui sont généralement conçus pour les adultes. De 1960 à 2015, les données ont changé de façon considérable, aussi bien du point de vue du produit proposé au public que de la jeune génération qui innove. Cette jeunesse fait un peu de tout, l'essentiel c'est de faire danser. Et ce pari semble gagner. Aujourd'hui, le Togo se sent fier du groupe Toufan qui s'est illustré, aussi bien au niveau de la sous-région qu'à l'international. Les Toufan, en 2011, ont remporté le prix de la meilleure chanson de l'Afrique de l'Ouest et pour la première fois aux MTV Awards qui se sont déroulés le 7 juin 2014 en Afrique du Sud, le groupe décroche le meilleur prix dans la catégorie meilleur artiste francophone. Autant de succès reconnus aussi par certains promoteurs culturels. Beaucoup d'artistes commencent à avoir beaucoup de succès. Quand je vous donne un nom comme les Toufan, eh bien, ils ont beaucoup de succès dans la sous-région ouest africaine. Maintenant, eux, ils sont dans le créneau des musiques urbaines, ok? Et musique togolaise, urbaine, dancehall, boîte de nuit, urbaine. Maintenant, ceux qui font dans la world music sont plus sollicités à l'international dans le créneau des festivals. Certes, on savait d'où on partait, mais effectivement, là où on allait, on voyait ça de très, très, très loin. Aujourd'hui, quand on voit le résultat, on ne peut qu'être content et satisfait. Toutefois, il y a aussi un sentiment de responsabilité. On dit arriver au sommet, ce n'est pas le problème, mais réussir à rester au sommet, c'est là le problème. La particularité de la musique togolaise se retrouve pour beaucoup dans un mélange de rythmes traditionnels et modernes. Et quand le produit fait son entrée dans les bacs, difficile pour le public de s'empêcher d'esquisser des pas de danse. La musique togolaise est de plus en plus aimée et consommée par la jeunesse. Parfois, elle transcende aussi la vieille génération. La jeunesse se donne vraiment à cette musique-là, et ce qui fait que cette jeunesse est armée d'ambition. On conçoit notre musique différemment, on la conçoit avec une autre couleur, on lui donne vraiment cette touche mélodique-là qui est vraiment diversifiée en Afrique et spécialement au Togo chez nous. On se base sur ces mélodies-là pour faire une musique qui est vraiment dansante mais qui en même temps véhicule des messages. On a eu la chance de tomber sur des bonnes personnes qui font de bons arrangements. Par exemple, le master jazz du groupe Toufan, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur ses chansons. Et il travaille pour les gens aussi, il travaille pour Allemand, qui a travaillé pour beaucoup de gens. Au Togo, le coût d'enregistrement d'un album s'élève généralement à 50 000 francs CFA par chanson et entre un peu plus de 150 000 francs pour les frais de tournage de clips vidéo. Même si les moyens financiers manquent à beaucoup, nombreux sont-ils pourtant à innover. C'est ainsi que ceux qui sont dans le registre des musiques urbaines n'hésitent pas à faire sortir des concepts de danse comme le kulkaché ou le goïta. Pour ceux qui font dans le tradi moderne, on découvre des concepts tels le Agbaja Dance, un mélange de rythmes traditionnels du sud Togo accompagné d'une touche instrumentale moderne. Le souci d'innovation des artistes de la musique togolaise réside dans la volonté de plaire constamment au public, même au-delà des frontières. Vous savez, la durée de vie d'une grande star en musique, ça varie entre 10 ans, d'une grande star, ça varie entre 10 ans et 20 ans. Et ça représente à peine 2%
des musiciens qui s'engagent sur une génération. Il faut déjà commencer par préparer la nouvelle génération, mais la génération qui est là actuellement doit pouvoir aller dans la diversité. Et à partir du moment où on commencera par raisonner de la même manière, sur 2-3 ans, on commencera pas à être habitué aux oreilles et il va falloir chercher autre chose. Et généralement, quand la personne tourne le dos, il est difficile qu'elle revienne. Parlant de la monotonie musicale, ils sont nombreux ces artistes à en faire les frais. Le constat est plus palpable dans les années 2000 où le hip-hop togolais commençait à émerger. Mais ce genre musical, au fil des années, a semblé ne plus être d'actualité. La nécessité de proposer des musiques adaptées à l'évolution de la société s'impose alors. Il s'agit là d'un des défis des acteurs du domaine musical. Ces derniers évoquent également le phénomène de piraterie, un véritable fléau. D'après les chiffres officiels, les versions piratées de CD ou DVD représentent environ 90% des ventes et sont cédées entre 300 et 500 francs CFA. La version originale, elle, varie entre 1500 et 5000 francs CFA. Quand il y a les copies, il y a les transferts de portable à portable, ça contribue un peu à la promo de l'artiste. Mais c'est difficile après de rentabiliser parce que dans tous les cas, tout le monde l'a déjà dans son portable. Et c'est difficile pour nous les acteurs parce que dès que vous commencez par faire la promo de votre disque sur les chaînes, dès que vous commencez par investir, les gens n'ont plus besoin d'acheter, il suffit qu'ils aillent télécharger. Ça devient compliqué. Je pense qu'au Togo, comme partout en Afrique, les artistes rencontrent les mêmes difficultés. Déjà, il n'y a pas de véritable industrie. Et c'est dans ce contexte qu'une nouvelle génération cherche également à s'imposer. Resté dans l'ombre pendant des années, il aura fallu l'initiative d'un jeune Togolais pour mettre sous les projecteurs les talents de ceux qu'on pourrait appeler les futurs artistes. Cette initiative, c'est bien le concours musical 228 T-Factor du promoteur Roméo Combé. Une télé-réalité qui consiste à primer la plus belle voix et performance uniquement par voting via un réseau télécom. À la finale de la première édition qui s'est déroulée de septembre 2013 à décembre 2014, Naïda Sambo est nommée lauréate du concours. Une récompense qui aujourd'hui lui donne des ailes, mais la bataille pour s'imposer en tant qu'artiste de la musique togolaise se révèle encore rude. Heureusement, quelquefois, il y a des concours et il y a des gens qui, quand ils vous voient chanter, veulent bien financer votre talent, veulent bien vous produire pour que vous puissiez faire quelque chose. Mais dans la plupart des cas, il n'y a pas vraiment d'opportunité pour tous les jeunes qui ont du talent. Les gens connaissent déjà certains visages qu'ils identifient comme les visages de la musique togolaise. Et toi, en tant que nouveau, c'est vrai que ce n'est pas évident aussi d'imposer sa marque. Mais je garde foi et je pense que le nouveau est aussi quelque chose qui attire. Le concours 228 T-Factor est une première initiative privée d'envergure nationale au Togo, celle qui accompagne la jeune génération désireuse de faire carrière musicale. Sans nul doute, la musique togolaise se développe avec des rythmes tout aussi diversifiés. On y retrouve un peu du zouk, du R&B, du agbaja et du kamou, pour ne citer que cela. Les thèmes abordés sont relatifs à l'amour ou à l'espoir. Au-delà de ce succès, le lien professionnel entre les principaux acteurs, notamment les artistes, techniciens et promoteurs, doivent se renforcer davantage afin de défendre d'une seule voix leurs intérêts. Aussi faudrait-il accompagner la génération naissante dans ce métier qui demande d'importants investissements. Nous allons marquer une nouvelle pause d'un instant, la troisième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.